ici, et donc Sirocco qui est son premier long métrage seul. Il avait fait Tantilda co-réalisé et plein de super courts métrages. Alors il en a fait plein, donc moi je vais vous citer juste Le Jardin de Minuit qui est mon préféré, mais il y en a plein d'autres, Cœur Fondant qui je crois est en compétition ici, donc voilà, donc c'est intéressant parce que vous avez une complémentarité. Donc Christian, et gentiment on va le faire en français, donc merci, et s'il y a des mots en anglais, sachant que rien que storyboard est un mot en anglais de toute façon. Je vais commencer, et donc évidemment le thé à la menthe qui arrive. On va juste, comme d'habitude, savoir si nos invités préfèrent sucrer ou non sucrer leur thé. Donc Christian Lutta préfère sucrer, je pense. Ça, c'est important. C'est les débuts des infos, voilà, qui vont être importantes aujourd'hui. Et Benoît Chieux, sucré aussi. Sucré aujourd'hui. Sucré aussi, ça dépend merci. des jours. Bah voilà, merci beaucoup. On est ravis donc pour cette rencontre. Et je pense qu'on peut arrêter là. C'est bon. C'était savoir un peu vos goûts. Voilà. Et je vais commencer par une question qui peut-être. Allez, c'est juste pour un peu d'être dans la provocation facile. Provocation facile, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les technologies modernes et logicielles, et donc le fait de pouvoir faire une animatique plus rapidement, presque un storyboard, est-ce que le storyboard a encore un avenir par rapport à cette idée d'animatique? Donc peut-être d'ailleurs pour repréciser pour les gens, qu'est-ce qu'un storyboard? Oui, moi je pensais commencer par ça, parce que c'est vrai que tu as présenté cet échange, mais rien que le mot storyboard, c'est un mot très barbare qui ne veut pas dire grand-chose en fait. À ma connaissance, alors storyboard en anglais, c'est une histoire et un tableau. Et je crois que ce mot anglais vient à l'origine des équipes Disney qui travaillaient avec des images qu'ils épinglaient sur un tableau. Et je pense que le mot vient de là. Je pense que ça vient de cette façon de travailler. Mais c'est vrai que c'est un mot c'est une étape de travail qui est très compliquée. Enfin, tu donneras ton avis, mais qui est très compliquée à définir parce que c'est très vaste. En plus, c'est une étape qui est mouvante suivant les projets, elle n'est pas tout le temps la même. Mais pour la définir dans les grandes lignes, pour vous rendre un peu compte de ce que c'est qu'un storyboard, c'est qu'avant de commencer un film, vous recevez un scénario sur lequel vous pouvez avoir quelques dessins de personnages, de décors, pas toujours. Et à partir de ce scénario, vous allez faire un découpage plan par plan dans lequel vous allez placer la caméra, vous allez placer les personnages, vous allez placer des décors, vous allez placer l'éclairage, vous allez donner des indications de dialogue, vous allez dessiner les expressions des personnages, vous allez dessiner les costumes des personnages, vous allez donner des indications de musique. Donc en fait c'est un travail qui est monumental et qui est extrêmement difficile de résumer parce que tout se passe dans la tête d'une seule personne ou d'une petite équipe qui malaxe toutes ces informations, les met dans sa tête et fait ce travail de storyboard. Et donc c'est difficile d'en parler parce que moi je trouve un travail extrêmement mental et il est difficile de comprendre le processus même pour celui qui le fait, de savoir comment il arrive à mélanger toutes ces informations pour donner un film en fait, tout simplement. Alors on va changer un petit peu, mais c'est bien, il faut que les invités changent comment dire, le déroulé que je pensais faire, mais c'est bien, il faut savoir improviser. Donc Christian, est-ce que toi tu te reconnais dans ce que vient de dire Benoît, dans cette définition du storyboard, sachant qu'il parlait par exemple d'une personne, d'une petite équipe, et j'imagine par exemple pour des séries pour PG Masks, qu'il doit y avoir peut-être beaucoup plus de storyboarders et storyboardeuses qui s'occupent d'épisodes, donc... Oui, pas trop beaucoup. Ouais. Mon équipe c'est juste 7-8 artistes, et usuellement sur les films que je vais travailler, c'est les mêmes numéros de personnes. Sur Frankenweenie, nous avons 7-8 personnes pour tout le storyboard. Nous travaillons peut-être 2 ans sur le storyboard. Et la même chose sur Fantastic Mr. Fox, mon équipe là, et j'ai fait le chef storyboard de Mr. Fox. J'avais une équipe de 7, 8, peut-être 9 artistes. Ça dépend du moment de la production. Nous commençons nella parte più pressée de la production, nous engageons plus artistes, et à la fin c'est juste moi que Wes Anderson me fait redessiner
on se dit, tous les panels de toutes les autres personnes, que c'est vraiment un grand travail. Mais je pense que Wes préfère mon ligne de le reste. Ça, c'est une chose de les réalisateurs. Mais sur les pyjamas, oui, c'est une machine. Les calendars, c'est précis. Tout l'épisode, avait besoin de faire un delivery. Tous les 4 semaines, c'est un épisode fini d'animatique, tout monté avec les sons, avec les voix. Et alors, je cherche de donner plus d'informations à les storyboarders sur les scénarios. Je mets toute l'information, planche par planche. C'est plus simple pour la série de faire, pour moi, pour faire comme ça, et qui m'éviter beaucoup de retakes dans les process. Alors justement, on rentre comme ça dans le vif du sujet. Je me posais la question et là, Benoît disait qu'on met tous les costumes, on met toutes les choses. Est-ce que c'est la même chose? Parce que par exemple pour une série, les costumes sont souvent faits pour un personnage, on sait. Est-ce qu'on est plus simple, on va dire, dans Oui, nous avons des designers. Et alors les choses comme la lumière, c'est pas trop important sur le storyboard d'une série. Obviamente tu mets une indication. Mais sur une série, nous avons les lumières fixées quand nous construisons les sets. Alors, j'avais les maps pour les ombres et les lumières. Alors, c'est moi qui décide. La caméra va ici, les personnages vont là. Alors, c'est pas le storyboard qui fait le design de toutes les choses. Nous avons une bible graphique qui va approuver de Disney, dans les producteurs, de tout le monde. Oui, parce qu'en plus, tout le monde, je sais pas, c'est pas lire un storyboard, mais je suppose que pour les décideurs, par exemple, qui sont en face des fois de vous, je sais que dans les commissions, les choses comme ça, c'est pas évident des fois de lire un storyboard et de le comprendre. Alors, c'est rare de trouver quelqu'un qui sait lire un storyboard dans ce métier. Donc c'est quand même bizarre parce que tout le monde a besoin d'un storyboard, mais personne ne sait s'en servir. Donc c'est quand même un peu problématique. Mais les équipes techniques, oui, arrivent à lire un storyboard, mais c'est vrai que souvent les intervenants comme les producteurs, parfois, les diffuseurs télévision, presque jamais. Et donc, par exemple, en France, un des problèmes, c'est que beaucoup de choses passent par l'écrit. Il faut écrire beaucoup pour convaincre les gens qu'on a en face de nous. Alors que c'est vrai que faire du cinéma, c'est essentiellement un problème visuel. Et donc, cette façon d'aborder le cinéma uniquement à travers l'écrit pose plein de questions et a vraiment des limites. Donc ça, c'est un souci. C'est intéressant, souvent dans les quelques commissions que j'ai fait, en effet, je suis l'un des seuls, et je sais pas que j'ai bien les lire, mais en tout cas l'un des seuls à lire le storyboard presque uniquement, et à la rigueur me reporter sur le scénario pour être sûr. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous pose problème? Alors peut-être encore plus en cours, par exemple toi, c'est-à-dire d'un seul coup, est-ce que tu passes par le storyboard en premier, les images, et ensuite tu fais le scénario, ou non, t'es quand même scénario et ensuite storyboard? Alors moi j'ai peu écrit de scénario, mais quand je l'ai fait pour mes courts-métrages, ce que je disais à Gianluigi tout à l'heure, c'est que moi j'ai fait le storyboard et j'ai fait le scénario d'après mon storyboard. J'ai d'abord dessiné toute l'histoire, je l'ai mise en scène et ensuite je l'ai écrite. Tu l'écris plus pour les commissions ou pour Absolument. toi aussi, parce qu'on a juste pour les Alors, en l'écrivant, c'est comme si on s'adressait à une autre partie du cerveau et c'est une autre façon d'aborder le film. Et c'est aussi intéressant de l'écrire parce que les problèmes ne se posent pas aux mêmes endroits. Et quand on écrit, souvent, on se rend mieux compte des problèmes de fond de l'histoire. Si le sujet est clair, si les dialogues sont limpides, etc. Donc les deux sont complémentaires. Mais c'est vrai que moi je suis un visuel et j'ai besoin de voir des images avant de pouvoir les raconter. En fait. Toi, Christian, je suppose que dans une série comme Pyjamas, par exemple, c'est l'inverse, non? Le scénario vient avant? Oui, le c'est storyboard. vraiment, pour une série, nous avons besoin d'un scénario qui c'est approuvé de tout le monde et après nous partons pour le storyboard et peut-être changer juste un peu des choses après de l'animatique, des phrases, des dialogues, des blagues. Mais quand je travaille sur les films, les storyboards c'est comme un processus d'écriture. Nous avons la possibilité de changer le scénario avec le storyboard. Ça dépend des réalisateurs. Tim Burton, par exemple, tu avais un main libre pour changer les scènes et c'est très mieux.
bah, tu fais un pitch à les productrices, à les monteurs, mais aussi à les réalisateurs. Bah, tu écris. Ça, la différence storyboard des films et des séries, c'est une série c'est un storyboarder, mais sur les films tu es un story artist. Et ça c'est vraiment important parce qu'une personne, qu'un artiste, ça c'est la différence. Et tu écris avec les images ou tu designes les scénarios. Et ça c'est vraiment important. Et je suis curieux parce que, si je dis pas de bêtises, et je pense pas, parce que j'ai regardé récemment, Tim Burton a quasiment écrit jamais aucun de ses scénarios, donc c'est pas lui qui les écrit à la base, même s'il est impliqué, alors que Wes Anderson, je pense, écrit ou coécrit une grande partie. Wes Anderson écrit et c'est plus précis dans l'information, dans les détails, dans les choses que voit surtout l'image. Dans les dessins, dans les storyboards, mais dans les textures des personnages, des maquillages, de tout. C'est vraiment un réalisateur qui avait une idée et moi j'ai devenu une extension de Wes Anderson. Je suis un tout, un stylo. Mon tête, le reste à la maison et j'ai des choses que j'aime. Oui, c'est ça. Alors que Tim Burton, et c'est beaucoup déjà les storyboarders des fois, et storyboarders aux États-Unis, à Hollywood, il y a une liberté presque par rapport finalement aux réalisateurs et la réalisatrice, même des gens comme Tim Burton, pourtant, dont on a l'impression que le cinéma est très précis. Toi, tu peux te permettre de donner des idées ou en tout cas d'avancer des choses de mise en scène. Et ça, c'est vrai. Et moi, j'ai fait la même chose de Wes, peut-être, sur les séries, qui avaient une exigence de finir tout l'épisode en même temps, les mêmes budgets. Alors, je préfère donner plus d'informations à les artistes qui me fait la production plus fluide. Sur Sirocco, toi, Benoît, ça a été quoi l'une première chose? Tu l'as fait avec d'autres personnes? Tu es énormément à l'écoute sur les choses de mise en scène? Non, je l'ai fait tout seul. Ouais. Moi, ça fait le 3e long métrage que je storyboard tout seul. Et moi, j'adore ça. J'ai même du mal à comprendre qu'on puisse déléguer la mise en scène. Je ne l'ai jamais fait parce que dans mon travail, j'accorde énormément d'importance aux détails du décor. Et je peux pas dessiner un personnage patate, comme on dit, avec juste une boule, des jambes, etc. Parce que pour moi, le décor, c'est aussi le film, c'est le personnage. Tu fais un peu un layout sur le storyboard. C'est ça. Layout, juste pour le layout, c'est ça. En fait, je dessine très précisément le storyboard à un point où l'étape suivante est déjà presque faite, où c'est très 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 précis. Mais je peux pas faire autrement. C'est-à-dire que pour moi, comment dire, s'il y a un arbre dans le fond, c'est une information nécessaire à la narration. Et donc j'ai besoin de la dessiner. C'est cet ensemble, c'est la cohérence de tout l'ensemble qui fait l'histoire. Alors je regardais, mais je vois pas. Si, Ilan. Et là, donc, non, mais je voulais demander, est-ce que juste tu peux nous dire un petit mot sur donc, le Econte, je prononce mal, le storyboard. Si tu veux pas. Non, t'es pas obligé, mais non, c'est juste que. Je voulais aussi à un moment donné savoir les différences peut-être entre les différents pays. J'ai l'impression que tu es peut-être plus proche d'une manière de faire quand on regarde Kon Satoshi ou Miyazaki, de la manière peut-être un peu plus japonaise de faire, puisqu'on sait que même des fois ils avançaient le film, la production du film commençait alors que le storyboard n'était même pas fini. Juste un petit mot, pas l'air petit mot. Alors, ce que les Japonais appellent Ekonte, qui désigne donc en français, si on veut traduire, la continuité graphique, c'est deux approches qui sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Soit on est effectivement dans le storyboard, comme Benoît l'a expliqué, effectivement cette notion de board, c'est-à-dire de d'épingler sur les murs des images qu'on va pouvoir intervertir, et ce qui s'est généralisé, ce qu'on appelle maintenant en français un scénar-image, n'est-ce pas, en bon français, c'est-à-dire effectivement un découpage graphique. Les Japonais ont préféré se focaliser davantage sur cette notion de continuité, mais en fait c'est la même chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement, avec ce format vertical, là où souvent les storyboards occidentaux peuvent être aussi peut-être plus à l'horizontale, pardon. Et donc oui, le travail d'un cinéaste d'animation, en tout cas dans l'animation commerciale de long métrage, c'est par définition de faire le storyboard. Le réalisateur fait le storyboard, ça fait partie vraiment de ce qu'on attend de lui. Alors ça peut être délégué, dans la série bien sûr c'est beaucoup plus éclaté, mais et puis effectivement il y a des réalisateurs qui ont un travail de storyboard qui est très précis, suffisamment précis, donc effectivement il suffit de faire des agrandissements des cases graphiques de storyboard pour avoir quasiment déjà le layout. Merci.
Merci beaucoup, Ilan. En effet, je me rappelais d'un making-of de Kon Satoshi, je pense sur Paprika, où il explique une scène avec la pluie qui coule sur la vitre de la voiture et qui explique à quel point. Vous regardez des fois les storyboards des autres, justement Alors, c'est l'exemple ultime, Satoshi Kon, parce que je pense qu'à ma connaissance, je ne connais pas de storyboard aussi abouti que ceux de Satoshi Kon. J'ai jamais vu d'autres storyboards aussi précis. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est là qu'on voit la puissance aussi de cet outil, c'est qu'il fait le film quasiment seul. Mais c'est extrêmement précis. Enfin, c'est le film, totalement. Et surtout dans Paprika, où c'est stupéfiant, vraiment. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que l'avantage de préciser le storyboard, c'est que vous avez la main mise sur toute la fabrication très en amont. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'animation est un processus qui coûte très cher. Et plus vous avancez dans la fabrication, plus tout coûte cher. Quand vous êtes au début de la fabrication, vous êtes seul à bord. Et si vous voulez changer votre film, s'il y a une journée de retard, c'est une journée pour une personne. Si vous commencez à faire la même chose à l'étape de l'animation, vous avez 20 animateurs. Si vous dites aujourd'hui ce qu'on a fait n'est pas bon, vous avez payé 20 personnes pendant une journée, c'est-à-dire 20 jours, c'est-à-dire un mois de travail, qui part à la poubelle. Donc c'est très important de comprendre que cette place-là, à cause des coûts, est très importante parce que plus vous faites les changements en amont, moins les changements vous coûtent cher. Donc il y a une responsabilité très forte sur la tête du storyboarder d'anticiper tous les problèmes pour éviter qu'ils se reportent sur les phases ultérieures. Évidemment, tout ça, là on parle de projets lourds, chers, etc. C'est important aussi de dire qu'un storyboard n'est pas nécessaire pour faire un film. Et parfois même, je dirais, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui n'ont pas besoin d'un storyboard et qui ont besoin justement d'une... on a Gianluigi, on a Théodore Huchev qui sont des bons exemples de personnes qui travaillent d'une autre façon et dont l'étape, le processus créatif est beaucoup plus lent, plus je sais pas comment dire, organique. Mais ça fonctionne parce qu'ils sont avec une toute petite équipe ou seuls. Dès qu'on commence à travailler sur des séries ou des longs métrages, c'est plus possible. Donc c'est la position du storyboarder, ou même ce travail-là, n'a de sens que s'il est mis en perspective avec le coût du film. Alors comment on fait quand il y a plusieurs storyboarders? Il y a donc, comme tu dis, un storyboarder en chef, il y a quelqu'un qui est là et qui vérifie tout, parce que je suppose que chaque artiste aussi a son style. Donc ça veut dire quoi, pour être un bon storyboarder ou une storyboardeuse, il faut pouvoir se fondre dans un style unique. Un peu comme l'animation. Peut-être c'est d'un projet à projet, d'un réalisateur à réalisateur. Pour moi, les choses plus importantes, c'est pas le design dans les cas, c'est l'histoire et les personnages. Alors, j'arrive à un moment dans ma carrière que j'avais besoin d'obliger de mon dessin, parce que j'avais 400 dessins à faire en un jour. Et alors, l'histoire, les blagues, l'émotion, les personnages, c'est les choses plus importantes. Le reste, c'est je fais un cartoon in 3D ou stop motion, les décors, les personnages, c'est dessiné de notre personne. Si je fais, alors c'est juste l'histoire. Et pour moi, ça, c'est un processus instinctif. Tu lire les scénarios, tu imagines les mouvements, mais les modes meilleurs, c'est comme ça, d'exprimer l'histoire et l'émotion de la moment. Alors pour moi, le dessin, c'est vraiment les choses moins importantes. Et ça semble une chose paradoxale, mais personnellement, c'est vrai. Je focus sur une chose complètement différente de ton storyboard, je pense. Et au storyboard de Satoshi Kon, que c'est vraiment des layouts, c'est précis. Et ça, c'est pas mon storyboard. Mais il faut préciser que cette discussion a du sens que si on fait la différence entre un storyboard pour un film en volume ou un film en 3D et un dessin animé. Parce que c'est le dessin animé, l'essence même de l'image, c'est le dessin. Oui. Donc on a besoin d'avoir des précisions qui ne sont pas nécessaires, évidemment, quand on a des marionnettes ou quand on a un setup en volume, en 3D, puisque évidemment le rendu final n'est pas fait au moment du storyboard. Oui. Un dessin animé, c'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous faites un dessin, il est probable que le dessin du storyboard
ait un impact direct sur le résultat. Et nous avons notre étape, c'est je fais un storyboard rough, tu as les clean et tu as l'étape layout qui c'est encore plus clean, plus précisé. Alors ça dépend dans les budgets des réalisateurs, je pense, et dans les projets précis. Et est-ce qu'il y a aussi une différence dans les outils du début? Est-ce que tu le fais sur papier et sur ordinateur par exemple, ou non, tu es passé aujourd'hui à l'ordinateur? Comment vous travaillez au départ sur le storyboard? Moi, je commence sur le papier. Toi, tu le fais sur le papier? Je trouve que les softs, c'est un storyboard linéaire et je déteste storyboarder de manière linéaire, que tu partes un point. Je préfère un gros papier et je descends en mode circulaire. Et c'est un petit truc que m'a donné mon grand-père anglais pour faire l'anagramme. Tu mets pas la parole comme ça, mais la mets comme ça. Et je peux voir des conditions différentes, que mon tête fonctionne juste à un moment. Et alors, si j'avais juste un écran et les softs me font un storyboard comme ça, je suis forcé à faire l'histoire juste à se le mettre sur le papier ou sur les scénarios directs. Sur les scénarios imprimés un peu sur carte, je descends tous les petits thumbnails et je commence comme ça. Toi, Benoît, cette manière... Je comprends tout à fait ce que dit Christian. C'est vrai que quand on travaille avec un ordinateur, on a un écran devant les yeux. Et cette image, elle pose problème parce que c'est vrai qu'un film, c'est une association de plans différents. Et je comprends l'idée que d'organiser des images côte à côte et de les jumeler de façon un peu aléatoire peut avoir une influence sur la trame narrative. Moi, j'aime bien utiliser les logiciels pour une raison simple. Mais il a raison, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne chose. Mais comme j'aime être précis et que j'aime le son aussi, je travaille mes séquences avec du son tout de suite. Et donc, il y a même des séquences, enfin même tout le temps, je place d'abord mes dialogues, je place ma musique et je dessine après. C'est-à-dire que je construis la mise en scène en fonction de la musique sonore procurée par la trame musicale et par la trame des dialogues. Et c'est comme ça que je travaille. Donc l'outil me permet tout de suite de me plonger dans un rythme très spécifique qui est nécessaire à une séquence. C'est beaucoup plus important d'ailleurs dans les séquences lentes. Par exemple, les séquences rapides, souvent c'est l'image qui précède le son, parce que c'est le tempo des plans qui va donner le rythme. Mais dans une séquence lente, si vous regardez que l'image, vous vous ennuyez très vite et vous avez tendance à couper les plans. Et alors que si la musique est présente dès le début, on peut se permettre de faire des plans très très longs, 10, 20 secondes, 1 minute si on veut, et c'est magnifique parce que la cohérence entre l'image et le son est merveilleuse, mais c'est impossible à faire si vous n'avez pas le son tout de suite. Alors ce son, toi comment Christian, parce que t'en as pas, ça doit être plus compliqué encore une fois entre une série, un long en plus en prise de vue continue où les choses ne sont pas encore tournées, etc., plus Gus, un long métrage, donc c'est... Sur mon film, nous avions les voix avant de nous faire des thumbnails comme tu veux, mais nous faisons un radio play des voix. Je le fais, un montage de toutes les voix. Tu choisis la ligne de dialogue que tu préfères et tu le mets ensemble. Ou tu avec la possibilité de voir comédien en même temps. C'est difficile c'est pressé de temps. Sur les pyjamas, nous faisons tous les replay avant de les storyboards, c'est nécessaire. Mais sur le film de Wes Anderson et Tim on n'avait pas de voix, on n'avait pas de scénario précis, et alors nous faisons des scènes, comme vous voulez, vous avez complètement raison, les scènes d'action plus vite. Et tu cherches le rythme des choses, et je préfère, maintenant, je préfère faire dessiner les scènes d'action. C'est plus joli pour moi, mais maintenant je préfère les scènes de dialogue et d'émotion, que je préfère de trouver les cuts, les rythmes dans les dialogues. C'est le dialogue qui choisit les montages. Il y a quelque chose, je sais, en école, est-ce qu'il n'y a pas depuis longtemps un storyboard, l'obligation de faire le même style de storyboard, parce qu'en série on utilise, et je sais qu'en école souvent c'est toujours un peu les mêmes, enfin il faut avoir 4 cases, il faut avoir ces choses, et il y a quelque chose de très codifié, j'ai l'impression, alors qu'il y a des gens peut-être qui changent un petit peu. On en a déjà parlé souvent, Jean-François Laguilloni qui fait son dessin et qui cadre à l'intérieur de son dessin. Est-ce que ce code, des fois, vous aimez en sortir du storyboard justement, ou alors toi Benoît, tu nous aides quand même un peu, tu aimais bien quand même cette précision mais... Oui, encore une fois, je trouve que c'est
en fait, ça dépend quand même des projets, parce que tous les projets ne se ressemblent pas. D'un film à l'autre, on a des envies parfois très différentes. Moi, j'ai fait un métrage sans storyboard, sans scénario, donc c'est tout à fait possible. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai besoin de me projeter dans l'écran final. J'aime bien l'idée d'être tout de suite dans ce qu'on va voir le spectateur. Et donc, je me projette très facilement. Et quand je fais un storyboard, même si je l'ai dessiné sur papier, même la notion de vignette, pour moi, elle est très abstraite parce que j'ai toujours dans la tête une seule image. Donc, j'ai pas une succession d'images, j'ai une seule image. J'ai l'écran dans ma tête, quoi. Donc, pour moi, ça veut pas dire grand-chose d'avoir 10, 15, 20 plans. Est-ce que vous mettez, par exemple, est-ce que tu mets, peut-être tu dis tu as une image, mais évidemment sur l'écran il va y avoir des successions d'images qui vont faire, tu mets la durée, il y a encore ces fameuses images où on voit Hayao Miyazaki chronométré dans sa tête pour dire ça fait 10 secondes, etc. T'as ça, vous avez cette vision dans la tête Mais c'est, en fait, le storyboard, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une musique. C'est une musique, c'est-à-dire que c'est une musique visuelle, mais c'est un tempo. Et donc le cut, comme vient de dire Christian, c'est très important parce que c'est comme un battement de cœur, c'est comme un orchestre avec certains sons musicaux qui se mettent en avant, etc. Donc c'est vraiment un tempo. Et de trouver ce tempo, c'est vraiment un plaisir, tu vois, de trouver le bon cut au bon endroit, d'agencer les sons, les bruitages pour que tout s'organise comme un orchestre en fait. Comment on fait quand le tempo il est presque déjà fait? Enfin, une série, on peut pas dire, même si aujourd'hui ça se fait un peu plus, mais on peut dire je vais faire un épisode de 25, de 28, de 22. Oui, on est souvent obligé d'avoir, donc comment on cadre ça? Alors, nous commençons avec un scénario de 12-13 pages. Nous les analysons pour les lignes de dialogue et les quantités d'action. On fait une analyse sur les quotas d'animation, de toutes les choses. Ça, c'est nécessité pour les prix de tout l'épisode. Et dans un scénario de 12 minutes, on fait un radio play de 9 minutes pour faire un épisode de 12 minutes. Alors, nous pouvons ajouter de l'action, des choses comme ça. Et après, nous faisons une animatique et c'est trouver un peu plus de détente ou comment se découpe les montages, comme se dit, les tailles, des cuts. You remove. L'enlever de la scène, tu cherches C'est comme un jeu de Jenga ou de Mikado. Tu togli une pièce et ok, va bien, reste. Tu togli une autre pièce, ah ok, encore l'histoire fonctionne encore. Però il y a encore besoin de remove, enlever une autre 30 secondes et tu fais juste un truc comme ça, tac, tac, tac. Je sens, est-ce que si j'emploie, et c'est du travail, mais le mot jeu, je sais pas, j'ai l'impression en vous entendant qu'il y a un vrai plaisir, un vrai bonheur à faire ce moment où on change, où on voit, où on peut te dire, là je vais faire plus court, plus long. Ben, c'est vrai que quand on commence, évidemment, on pose des choses comme ça, un peu à la volée, le son, les bruitages. Et quand on commence à organiser tous les événements visuels, sonores ensemble, c'est vraiment effectivement exactement comme un jeu. Et tu fais, tu refais, tu enlèves, tu rajoutes. Et à un moment donné, c'est comme la confiture, tu vois, ça commence à prendre et tu dis, là c'est bon, ok, ça va, c'est bon. Un réalisateur que je travaille me dit, c'est comme un bouillon, tu le fais, tu le réduis, et à la fin, tu restes les choses plus pleines de goût. Alors je sais que j'ai déjà posé la question, c'est à partir de quand on sait que c'est bon? Quand on se dit on se fait confiance ou là faut quand même, alors pour Pijima c'est différent, enfin mais pour Gus par exemple et pour toi pour les longs et les courts, c'est vous qui décidez ou non, là il y a le prod, vous avez besoin d'aide ou d'amis ou vous avez besoin d'un regard extérieur sur ce storyboard, là on parle vraiment du storyboard. Christian, j'ai pas compris la question. Mais... Juste, est-ce que à partir de quel moment tu trouves que c'est la bonne formule, c'est bien le bouillon. Le bouillon est bon. Jamais. je préfère de travailler sur le storyboard toute la production. Mais je suis forcé à faire un delivery tous les 4-7 semaines. Nous faisons 52 épisodes en 18 mois. Alors je suis vraiment pressé. J'avais la production, j'avais l'assistant réel, j'avais tout le monde. Personnellement, je préfère de passer un peu plus de temps sur le storyboard. C'est une question de préparation. Plus les choses sont prêtes,
moins de problèmes nous avions dans le reste de la production. Et pour Gus, pardon, sur le long métrage qui était un peu différent. Pour Gus, encore, c'est un petit budget, c'est un budget de 8 millions d'euros, que c'est pas, oui, comparé à Frankenweenie, que c'est 90 millions de dollars. Pour nous, c'est un film en 3D avec un grand écrit français. Et nous, c'est pressé de faire le storyboard en 6 mois. Che dovevamo cominciare l'animazione e registrare le voix a Los Angeles. Voilà, nous avons besoin de faire le storyboard précis et partir pour l'animation. Toi, Benoît? Je sais pas si j'arrive à savoir si à un moment c'est bon ou pas bon, mais moi, par contre, je montre beaucoup. J'ai quelques personnes de confiance autour de moi. Je les garde précieusement, je ne les partage pas, ceux-là. Et je montre beaucoup. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un retour, pas pour savoir si c'est bien, pas bien, mais pour savoir si l'information que je voulais transmettre, elle marche ou pas. Quand on fait un storyboard, souvent, cette musicalité qu'on peut trouver, elle peut nous sembler agréable. Mais un film, c'est aussi quand même transmettre des informations à un spectateur, des émotions. Et parfois, ces émotions, on a besoin d'avoir un regard extérieur pour savoir si elles existent. Ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé de voir le storyboard et de me dire, moi-même, être ému parce que j'avais fait, c'est stupide. mais ça arrive de dire, ah non, ça marche, ok. Mais parfois aussi on se trompe, c'est-à-dire qu'on est ému et on montre et c'est pas du tout réussi. Et donc l'émotion ne marche pas. Donc c'est vrai que moi j'ai besoin de ce regard extérieur. Juste une petite parenthèse par rapport au scénario, en prise de vue continue, on dit en live, on dit 1 minute, c'est une page. C'est une page et 1 minute. En animation, c'est quand même très différent. Et ça dépend de l'action, c'est différent. On average, oui, mais si je fais un scénario de pyjamas, c'est tout action, c'est difficile à dire, ok, on page en minute. Non, je vous demande ça parce que souvent, des fois en commission, il y a aussi ce problème de se dire, ah ben, elle devrait faire, et c'est 20 pages, c'est 20 minutes ou 12, c'est replaqué. C'est cette chose qu'on a en live. Juste un exemple, tous les scénarios de pyjamas, c'est 12-13 pages. Mais les dernières 3 saisons, je prends les scénarios et je fais un scénario de 35 pages. Que je mets toute l'information cadrage per cadrage. C'est comme si j'ai fait le storyboard à écrire. Je vais tout dans ma tête, m'imagine tout l'épisode visuellement et je vais toute l'information de les reuse de les saisons précédentes, les VFX, les reuse d'animation, les choses, parce que c'est une machine. Alors, mon storyboarder sur les saisons 4, 5 et 6, c'est juste vraiment des bons dessinateurs. N'avait pas d'input créatif sur comment se fait mettre la mise en scène. Mais c'est un process que j'arrive par nécessité. Je ne fais pas tous les projets comme ça. C'est vraiment, pour moi, c'est gérer un scénario de pyjamas à faire un storyboard, je le déteste. C'est juste des scénarios. Oui. Non, moi je peux te dire un truc à ce propos, c'est que avant de faire Sirocco, je sortais d'un long métrage qui s'appelait Tantilda, et le scénario, pour un film de 80 minutes, faisait 120 pages, et c'était quand même difficile de faire rentrer 120 pages dans 80 minutes, et j'ai pas aimé cette expérience pour une raison assez simple, c'est que c'était très très dialogué, et j'avais l'impression de courir toujours après les dialogues. C'est-à-dire que la mise en scène, c'était montrer des personnages qui parlent. Et j'ai pas tellement aimé cette expérience. Alors ça peut être intéressant pour un cinéma burlesque, très, très parlé, etc. D'un point de vue animation, c'est pas très réjouissant parce que vous êtes obligé de montrer tout le temps des gros plans, etc. Et pour Sirocco, suite à cette expérience, j'avais décidé d'un commun accord avec Alain Gagnol de faire un scénario assez court, avec très peu de dialogue, et on avait un scénario de 60 pages, dans lequel il y avait vraiment des trous qui, moi, me permettaient de faire autre chose que le scénario. C'était des trous qui étaient nécessaires pour moi, parce que c'était des endroits où le film existait d'une autre façon que par l'écrit. Et donc, c'était prévu à l'avance, c'est-à-dire que j'avais
demandé qu'on ne remplisse pas tout le scénario de 80 pages, mais de laisser des endroits où moi je ferais quelque chose que j'improviserais au dernier moment. C'est très intéressant parce que finalement c'est un peu comme toi quand tu fais 9 minutes en audio pour ensuite faire. Donc en fait il faut presque plus faire quelque chose de court. Et ça va venir à ma question d'après, quelque chose de court au niveau du scénario, presque pour ensuite pouvoir c'est plus simple à ajouter rajouter des choses. Oui. Oui, moi je trouve que évidemment c'est beaucoup plus facile de partir d'un point de vue de mise en scène, on va dire, c'est plus intéressant de partir d'un projet très court que tu vas développer pour essayer de trouver une musique propre au film, plutôt que de devoir remplir à tout prix le truc par tous les bouts. Ça marche pas très bien. Et c'est vraiment beaucoup plus agréable de faire ça. Le problème que ça pose pour les Français, c'est que toutes les aides sont conditionnées au scénario. Et si vous n'arrivez pas avec un scénario de 80 pages, on vous dit c'est pas un long métrage. Donc il y a tout ce problème et ce jeu à trouver pour passer entre les. Il faut avoir deux scénarios, un scénario pour les commissions et un scénario pour soi. C'est difficile, hein. Maintenant je travaille je prends à développer un film sur Caruso, le grand ténor d'opéra, et c'est beaucoup de réalisateurs différents qui travaillent, mais c'est sans dialogue, c'est juste un sans de dialogue, le reste c'est les chansons. Et alors mon scénario c'est 20 pages. C'est pas un scénario de long métrage, mais aussi c'est un long métrage. C'est compliqué, et justement en revenant sur le trop-plein des fois, toi qui es prof, Benoît, est-ce que des fois il y a ça de dire aux étudiants et étudiantes, là tu mets trop de choses ou fais plus c'est court. Le plus gros problème. Les étudiants, ils ont toujours envie, mais c'est pas que les étudiants, c'est tout le temps. On a toujours, je repense, ça me fait penser à une remarque de, j'ai oublié un grand réalisateur français qui disait mon premier travail quand je lis un scénario, c'est d'enlever des pages. C'est enlever des pages, enlever. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est comme ce jeu de Mikado, tu enlèves, jusqu'à trouver l'essence du projet, parce que la profusion, c'est souvent aussi la confusion. Pour revenir au storyboard, une fois qu'on a fait le storyboard, je sais qu'il y a certains réalisateurs et réalisatrices, c'est très frustrant, je sais plus qui disait ça, un réalisateur ici même qui disait, mais moi une fois que j'ai fait le storyboard, j'ai l'impression j'ai fait le film, et ça y est, j'arrive plus, c'est bon, c'est fini. Est-ce que ça vous arrive, ou est-ce que, notamment dans le côté court ou long, toi Sirocco, même s'il était très précis, avec la rencontre avec des animatrices, je sais pas, ton assistant réel, etc. Il y a des choses, bon, je vais quand même changer des petites choses. Tu te laisses ça. Moi j'adore ce métier pour toutes ces phases. C'est-à-dire que j'aime toutes les phases. J'ai pas de comment dire. Une fois que j'ai fini le storyboard, qui m'a beaucoup amusé, j'adore faire des décors, j'adore participer à l'animation. En fait, mon plus grand plaisir, c'est bête, mais c'est tout simplement de dessiner. J'adore faire. Et donc, ce qui me plaît, c'est d'être dans la fabrication, quelle qu'elle soit, que ce soit le storyboard ou une autre étape. Là, actuellement, je travaille pour d'autres personnes à des étapes qui ne sont pas celles du storyboard. Et j'adore ça. Enfin, je veux dire, c'est pas, j'ai pas choisi le storyboard parce que c'était juste cette phase-là qui m'intéressait. C'est le long process. Donc, quand on arrive à l'animation, c'est d'autres problématiques qui n'ont rien à voir. Et donc là, c'est d'autres discussions, c'est d'autres personnes, et c'est génial, moi j'adore. Pour toi, Christian, je suppose en effet, sur une série comme Petit Masque, une fois que le storyboard est fini, il y a peu de possibilités de le modifier. Comme tu dis, les temps pour faire le storyboard c'est très court. Alors je prends la possibilité d'améliorer toutes les choses à la prochaine étape. Si je ne vais pas attendre de vraiment perfectionner le storyboard, je sais que j'ai l'opportunité de faire les meilleurs cadrages, les caméras à le layout, et d'améliorer la pose, l'expression à l'animation. Et après, j'avais les VFX. Alors, toute l'étape, c'est une opportunité pour ajouter, pour améliorer les choses. Et les montages aussi. J'ai fait un montage pour l'animatique, c'est précis, mais j'avais 5 secondes d'enlever à la fin. Et après, je prends, si avec nécessité, j'ai ajouté des effets avec After Effects et d'autres choses. Juste toute l'étape, c'est une occasion pour améliorer les produits finaux. Et quand tu travailles avec quelqu'un comme Wes Anderson, est-ce que tu retrouves, est-ce que quand vous faites votre storyboard, tu le retrouves exactement pareil
au film, ou est-ce que tu sens qu'il a encore lui changé les choses? Ça dépend de la scène. J'avais des scènes dans le film, comme la mort de l'Eraton, que j'ai fait 36, 38 fois. Et mais pour les choses plus simples, pour les choses plus complexes, je l'ai changé une fois que les studios de Los Angeles l'avaient trouvé trop violent. Et je l'ai changé que Wes avait une autre idée. Et la version finale, c'est la version qui marche bien avec le reste du film, c'est pas la scène individuelle. Alors, alcun sens, c'est la première version que j'ai fait, c'est la version finale du film, mais j'ai fait une autre 20 versions pour retourner à la première version. Ça, c'est vraiment l'exploration de the best way to make the scene. You don't know if it's the best until you've explored all the other ways. C'est la meilleure manière de faire une scène, et en fait, vous pouvez pas savoir que c'est la bonne manière si vous n'avez pas exploré en fait toutes les autres. Il y avait une des chefs animatrices, enfin plutôt décoratrice costumière ici, qui était venue pour justement Fantastic Mr. Fox en disant que c'était à la fois fascinant de travailler avec Wes Anderson, et des fois c'était compliqué parce qu'il pouvait du jour au lendemain dire j'aimerais que au moment même de la confection que la couleur de tel vêtement de Mr. Fox change, et il le faut dans une semaine. Et même si on lui expliquait, c'était ça, c'est quelqu'un qui a l'air d'évidemment savoir ce qu'il veut, et qu'à la fois c'est fascinant sûrement de travailler, mais qui peut être un peu complexe. Moi j'ai fait son storyboard, alors c'est pas pour mon problème. Mais il y a quand même, voilà, il y a souvent cet enjeu-là chez lui de savoir exactement ce qu'il veut, et puis d'un seul coup de changer, et de te faire changer des choses, je sais pas, du jour au lendemain. No. In English, s'il te plaît. Oui. No, actually, it's like if Wes Anderson is supposed to change his mind, he knows what he's want to change his mind. For you, storyboard, can he call you? I don't know, like at 2 o'clock in the morning and say, oui, you know, like, I want to change because in his mind that's the time. Wes t'appelle toutes les heures de la journée et de la nuit. Mr. Fox, c'est le travail plus fatigant que je fais. Tu commences le matin et je finis à les 3 heures du matin. C'est une idée. Les périodes plus intenses, j'ai travaillé 86 heures sans break, juste pour manger et pour la toilette. Que nous avons les producteurs de Hollywood qui viennent, de Los Angeles qui viennent à regarder en version dramatique. Et Wes avait beaucoup d'idées à le moment final, et moi et les monteurs, nous travaillions pour 3 jours sans break, comme ça. À la fin, nous dormons 12 heures. Mais ça, c'est une occasion vraiment particulière. Est-ce qu'il est une meilleure Kim Kekeler, qui est donc cette grande animatrice et qui travaille beaucoup sur les films de Wes Anderson, le montre, il fait des vidéos où il montre comment les choses doivent être faites, parce qu'en plus évidemment live, est-ce qu'il le fait aussi pour le storyboard? Est-ce qu'il te fait des petites vidéos qui t'envoient? Non, je le fais pour les animateurs. Nous faisons les storyboards, et après, pour donner plus d'informations sur l'animateur, j'ai fait des vidéos avec le storyboard ici, et j'ai dit ok, là, ça, ce personnage se mord comme un italien, les mains comme ça, fait comme ça, comme tout. Et ça, c'est l'autre personnage qui est un peu plus cool, le mouvement, c'est un peu plus de confiance, mais pas l'italien. Ça, c'est tout pour les animateurs et pas pour les storyboardistes. Alors storyboard, on en a parlé un tout petit peu au début, il y a ce qu'on appelle ensuite souvent l'animatique, on revient un petit peu là en arrière sur l'idée d'animatique. Est-ce que par exemple, ton storyboard de Sirocco, quand tu fais l'animatique, ça correspond exactement au timing que tu as réfléchi dans ton storyboard, ou là tu commences à faire tu te permets de faire des changements à ce moment-là, ou même tu aimes faire des petits changements à ce moment-là? Moi, pour moi, c'est la même chose. Je fais pas storyboard, je fais un animatique directement. Je fais pas une étape préalable. Donc en fait, l'animatique, c'est une version très poussée du film avant de commencer la fabrication. Et je fais aussi ça pour une raison précise, c'est que, en tout cas pour Sirocco, on avait peu d'argent. Et la seule façon de pouvoir faire un film avec peu d'argent, c'est de très bien le préparer. Avec des grosses équipes, bien entendu. Et donc le storyboard, c'est le meilleur outil pour gagner de l'argent. Donc pour toi, alors je reviens sur l'animatique à la base, c'est ce storyboard, on pourra faire un peu facile cette bande dessinée, mais d'un seul coup on va mettre image par image. Et les plus anciennes animatiques, elles sont très simples. On a une image, puis une autre, et en fait il n'y a quasiment pas de mouvement. Aujourd'hui avec les logiciels, on se permet
de faire des mouvements de caméra, des choses comme ça, il y a tout un Oui, travail. malheureusement, je ne peux pas montrer ici, mais en fait, l'animatique de Sirocco, c'est le film en noir et blanc. En fait. Donc on est d'accord. Donc, Et évidemment, sans l'animation, mais il y a tous les mouvements de caméra, il y a tous les sons, il y a tout le film est là déjà. donc ouais, parce que- Occasionnellement, pour le financement, nous fait un storyboard en animatique à color, avec un lightboard, avec les lumières et tout ça. Mais ça, c'est vraiment rare pour nous, les séries. Mais donc, est-ce que dans quelques années, on apprendra plus le storyboard, mais directement l'animatique, même si évidemment les deux sont liés, mais on partira directement. Est-ce que ça vous semble possible ou Moi, je ne fais Ouais. pas la différence. Ouais. En fait, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est juste un outil numérique qui permet d'avoir du son en direct. Mais là, je suis en formation, je suis formateur de storyboard avec des étudiants qui sont là pour s'initier à cette technique. Ils travaillent sur papier. Ils font la même chose que ce que je fais. Enfin, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est l'immédiateté de pouvoir enregistrer des sons et de les écouter en direct. Mais sinon, le travail de découpage, etc., que ce soit sur papier ou sur ordinateur, c'est exactement pareil. Christian, sur ce point-là, pour toi aussi, de toute façon, on dit animatique ou storyboard, mais c'est finalement Non, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Mais, j'adore maintenant, obviamente, les ordinateurs et travailler digitalement, c'est vraiment plus simple. Mon vie, c'est plus. J'avais des souvenirs que les premiers storyboards que j'ai fait, tout sur papier, c'est juste avec une photocopie, où j'avais besoin de désigner tous les backgrounds sur tous les panels, et ça, c'est horrible, vraiment. Et tout sur des feuilles comme ça, 8 panels. Et tu avais besoin de désigner tout précis parce que la série ou le film va faire en Corée ou en Chine ou en Philippines. Et ça, c'est vraiment trop de travail. Maintenant, avec tout bon storyboard pro, comme tu veux, tu commandes tout. Tu as les audios, les mouvements. Maintenant, tu vas mettre les 3D, les 7 3D dans un soft et tu fais le design. C'est plus vite. Il fallait tout photocopier au cas où ça se perde quand c'est envoyé à l'étranger, des choses Oui, comme ça. j'ai fait une série comme FedEx, fax machine et photocopiatrice. Et ça, c'est horrible. Si tu perds une chose, tu as perdu tout l'épisode. Benoît. Oui, non, mais moi je me souviens de mes débuts où justement on travaillait sur papier. Et quand tu travailles sur un long métrage où tu fais un film où il y a 1200 plans, quand tu commences à numéroter tes plans, 100, Ouais. 200, etc. Et tout d'un coup, il y a le réalisateur, il dit on va rajouter une séquence. Tu passes une semaine à renuméroter des cases, donc c'est pas très intéressant. Ouais, pas toi, mais un assistant. C'est Ça, c'est une chose que toi, va bien la déléguer, je pense. Sauf quand tu es assistant au tout début de ta carrière et c'est toi qui dois faire évidemment ça. Juste par curiosité, quand tu fais, il y avait cette... je pense qu'on a déjà parlé de cet exercice de Takeshi Kitano pour les Cahiers du cinéma, je ne sais pas si ensemble on avait parlé, qui était de donner des photos et de retravailler une histoire avec ces photos-là et de redonner. Est-ce que ça c'est le genre d'exercice qui toi t'intéresse? Comment tu fais des exercices de storyboard? Pour préciser un peu ce que tu viens de dire, oui, Takeshi Kitano a fait dans un magazine qui s'appelle Les Cahiers du cinéma, il avait été interviewé pour expliquer sa méthode de travail. Et évidemment, c'est quelqu'un d'assez provocateur, donc il avait expliqué sa façon de faire des longs métrages. Et il expliquait qu'il choisissait 4 photos, et à partir de 4 photos, il écrivait un scénario. Et que ce soit n'importe quelle photo. Et donc il avait pris des photos de vacances, probablement, qu'il avait données au Cahier du cinéma, où il y avait une centaine de photos. On le voyait, je ne sais pas où, en Afrique, n'importe où, sur la plage. Et ils avaient proposé dans les Cahiers du cinéma à d'autres réalisateurs de faire la même chose, de choisir 4 photos parmi celles proposées par Kitano, d'écrire un scénario. Alors évidemment, plusieurs réalisateurs ou les scénaristes s'étaient prêtés au jeu, et c'était pas mal. Et Kitano, le magazine finissait par sa proposition, et c'était juste génial. et ça marchait très très bien. Et moi je suis un grand amateur des contraintes. Moi je travaille beaucoup avec des contraintes. Je trouve que c'est la meilleure façon de créer des choses originales, c'est de s'imposer des limites à notre propre création. Moi je suis enseignant et j'ai souvent constaté qu'un étudiant, pour qu'il soit le plus personnel possible,
il fallait le contraindre le plus fortement possible. Ça paraît paradoxal ce que je dis là, mais c'est très vrai. Je vais vous donner un exemple précis. C'est que je suis prof aussi de modèles vivants. Si vous donnez, par exemple, si vous dites à une assemblée comme celle aujourd'hui, de dessiner une personne en 1 minute, vraisemblablement, tout le monde va dessiner le corps et personne ne va dessiner ni les mains ni les visages. Tout le monde va faire ça. Et, Sauf Christian. ouais, sauf Christian. Et donc, moi j'ai déjà vu ça 1000 fois, parce que chaque année mes étudiants changent, et à chaque fois je leur donne ce même exercice, je leur dis bah, vous regardez, vous avez tous fait le même dessin, c'est formidable. Et donc après ce que je fais, c'est que je donne la contrainte en leur disant maintenant vous allez dessiner que les mains, que les visages, etc. Et on s'aperçoit que plus on donne des contraintes, plus le dessin devient personnel et intéressant à regarder. Et ça marche aussi avec le cinéma. Par exemple, avec Sirocco, moi je me suis imposé comme une des contraintes, je ne vais pas vous ennuyer avec toutes celles que je me suis imposé, une des contraintes importantes du film, c'était de faire des personnages qui n'avaient pas de jambes. Parce que les marches au cinéma, en animation, c'est ce qui est le plus difficile à faire. C'est souvent, quand on fait un personnage qui marche en dessin animé, c'est pas très beau. Et donc Sirocco était un film qui était une proposition d'imaginaire, de monde imaginaire, etc. Donc j'ai enlevé les jambes aux personnages. Selma, elle a une grande robe, on voit jamais ses jambes. Ouais. On voit des personnages qui volent, on voit des personnages qui rampent. Et donc d'une part, c'était très amusant à faire, parce que c'était une contrainte assez forte. Et c'était aussi très intéressant pour les animateurs, parce que tout d'un coup, ils sortaient des codes d'animation qu'ils connaissaient par cœur, et ça les obligeait à réinventer un mouvement qui n'était pas celui qu'on voit ordinairement dans les films. Et donc, j'en ai d'autres aussi pour Sirocco, mais je me suis imposé comme ça tout un panel de contraintes, et je trouve que ça fait des films plus forts. Je peux vous donner un autre exemple. J'ai découvert ça dans un making-of d'un film de Mamoru Oshii, que vous connaissez peut-être, c'est le réalisateur de Ghost in the Shell, où dans une des interviews, il explique qu'il s'est imposé la contrainte de jamais montrer quand il y avait un dialogue, de jamais mettre ses personnages face à face. Donc c'est une contrainte très très étrange, c'est-à-dire que quand deux personnes, dans ce film, quand deux personnes parlent, ils ne se parlent pas de face à face, ce qui est l'inverse de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que si on vous donne une scène de dialogue, dans une série, n'importe quoi, on vous donne un dialogue, vous faites des chants contre chants, et lui il fait le contraire, c'est-à-dire que par exemple, je vous explique comment ça se passe, il y a un personnage qui rentre dans une pièce pour s'adresser à son patron, il commence à parler, et là son patron il se tourne et il regarde la fenêtre. Et donc ça fait un dialogue qui est très très étrange, parce que tout d'un coup c'est un dialogue qui est complètement atypique. Et alors d'une part, en faisant ça, ça lui évite d'animer des personnages qui parlent, parce qu'on les voit de dos, donc c'est génial, il gagne de l'argent. Et l'autre gain, c'est qu'en faisant ça, il donne une personnalité très forte à son film. C'est que tout d'un coup, on voit des personnages qui communiquent d'une autre façon que celle à travers laquelle on est habitué de voir au cinéma. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un moteur. Enfin, moi, j'adore travailler comme ça, quoi. Toi, tu te donnes des contraintes, Christian, sur PJ Masks, par exemple, qui sont que les tiens, que les tiennes, ces contraintes. Tu les dis pas forcément en disant, mais il faut que pour finir, pour avancer, il faut que je... Les premières, c'est des productions, des projets, et le reste, c'est des styles. C'est les styles de storyboard, de cadrage, des choses comme ça. Tous les projets ont un style différent, ont des objets différents, mais je cherche j'adore limiter les choses qui te rendent plus créatives. Je pense que si une personne me donnait tout le million du monde pour faire un film, je fais un gros caca. et les dessins animés, c'est l'occasion juste, c'est la forme d'art juste pour, comme se dit, to push creativity through limitations and restraints. Les limitations et les contraintes, donc on pousse la créativité. J'adore l'idée des personnages qui ne se regardent pas comme pas, et sur les pyjamas, je l'use comme blague. Tous les fois dans les dessins animés et les bandes dessinées, les comics, des personnages qui passent
et regarde pas, c'est juste à considérer. Back to back. Ouais. Alors, quand j'avais un cadrage comme ça, j'ai fait un personnage qui fait. Oh, why is he looking that way? Qui c'est là? J'adore faire les blagues sur les choses que tu regardes dans notre qui deviennent standard d'un formulaire ou des canons de storytelling. Ma dernière question avant de vous passer le micro, si vous avez des questions, c'est. Je sais que c'est quelque chose en plus dont on parle beaucoup, Benoît, c'est que dans ce cadre, beaucoup de gens en prise de vue continue, alors on peut faire du storyboard, mais on a beaucoup de choses dans la tête et donc on va travailler en profondeur de champ, on va travailler, etc. Et souvent, est-ce que il n'y a pas, alors notamment au début peut-être de sa carrière, cette espèce de cadre qu'on a, l'éditif ne nous fait pas travailler finalement presque en fixe comme ça et avec peu de profondeur de champ et avec une seule qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas voilà, d'avoir peut-être une mise en scène un peu voilà, conformée, qui se ressemble un petit peu. Alors toi Benoît, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse, donc non mais là, voilà, là tu te lances un autre oui, débat. on va pas, oui, mais donc c'est juste au niveau de ce cadre, juste un petit peu. Non, mais pour résumer un peu ce que tu abordes là pour les personnes présentes, pour comprendre un peu il y a deux façons de concevoir l'écran de cinéma. La première et la plus évidente quand on dessine, c'est de concevoir que l'écran de cinéma, c'est une feuille de papier dans laquelle on va s'exprimer, d'accord ? Et ça, c'est celle que spontanément tous les dessinateurs utilisent parce que eux-mêmes dessinent sur une feuille, etc. Il y a une autre façon de concevoir le cinéma qui est beaucoup plus complexe, surtout quand on dessine, c'est de concevoir l'écran de cinéma non plus comme une feuille de papier, mais comme une fenêtre, comme un trou. Et c'est-à-dire que si vous faites ça, lié à cette idée que l'écran n'est qu'une fenêtre, vous dites au spectateur que ce qu'il ne voit pas existe quand même. Et ça, c'est une autre conception du cinéma. Et là, on rentre dans des détails un peu techniques, mais moi, c'est ce cinéma-là qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire de pouvoir suggérer au spectateur que s'il pouvait rentrer dans l'écran et tourner la tête, il verrait un bout du décor. Et donc voilà, ça c'est une dimension qui n'appartient pas à celle du dessin, qui est une dimension spatiale, mais qui est complémentaire avec la ligne, et moi qui m'intéresse. Alors c'est intéressant parce que Denis Do ce matin en parlait justement qu'il découvrait, à cause des contraintes même des fois financières, que le hors-champ par exemple sonore lui avait amené toute une réflexion sur la mise en scène beaucoup plus importante qu'avant, puisque le fait qu'il ne pouvait pas, il montrait les lumières rouges qui cassaient une voiture, il a dit normalement si j'avais eu de l'argent j'aurais peut-être fait la voiture cassée, mais comme j'avais pas d'argent, on entend juste le bruit et que finalement le bruit est presque même plus fort. Donc ça rejoint la même idée, c'est-à-dire qu'on fait exister ce qu'on appelle le hors-champ au cinéma, et donc on crée dans la tête du spectateur un espace qui n'est pas montré, mais qui est beaucoup plus grand que simplement la taille de l'écran. C'est à l'extérieur de le frame. Je suis un grand fan de Buster Keaton et il dit que à l'extérieur de le frame n'existe pas until you need it. Anything outside the frame doesn't exist until you need it for the story or for the joke. So you move the camera and you have the punchline or you expand. So I don't like to use the camera a lot with lots of movement for this reason. So, d'accord, okay. But I do comedy, a lot more comedy than serious stuff. So for me, those techniques are perfect. Because Buster Keaton used a lot of the screen like a window because and you see his influence on films like Wes Anderson, but I always think that Buster Keaton uses the camera in a much better way than some modern directors. Oui, donc including myself. L'idée de pas forcément justement bouger la caméra tout le temps et qu'en fait la caméra peut là, il disait, par exemple Buster Keaton disait qu'on devait uniquement bouger la caméra quand il en avait besoin, ou on peut en parler ce matin, quelqu'un comme Ozu, réalisateur japonais par exemple, laissait la caméra en fait par terre et puis les gens passaient devant et puis voilà, c'était la vie qui était devant. Alors, ça fait une petite heure que nous discutons ensemble, est-ce que vous avez des questions dans la chaleur de l'après-midi? Mais ici, je sais. I'm just getting my questions ready. Okay. Encore toi? Ah oui. Heureusement qu'il est là. Alors, premièrement, merci beaucoup pour cette séance incroyable où j'ai beaucoup appris. Alors,
je voulais parler, cette question c'est adressée pour vous deux. Alors dans le storyboard, je trouve que souvent c'est l'étape la plus ambitieuse parce que c'est là où beaucoup des idées se matérialisent, que ça vient de la scénario, ou comme dans le cas de Benoît, c'est comme le début, ça vient avant le scénario. Et alors je voulais savoir, et avec cela viennent beaucoup d'idées qui sont explorées. Alors comment vous choisissez des idées que peut-être elles sont incroyables, mais que vous ne pouvez pas utiliser? Car j'imagine qu'il y a beaucoup d'idées que vous devrez peut-être abandonner, surtout dans un long métrage. Et alors comment arrivez-vous à ces décisions-là? Merci beaucoup. Si, moi je peux répondre. Par exemple, sur Sirocco, il y avait un danger quand même. C'est que comme le film, évidemment, il y a une histoire assez forte, etc., qui dicte la mise en scène. Mais il y avait en plus la volonté de décrire un monde imaginaire. Le danger, c'était de faire passer cet univers visuel devant l'histoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut se prendre au jeu et dire « Ah oui, c'est sympa, je m'amuse bien, etc. » Et quand on commence à faire ça, on perd le spectateur. C'est-à-dire que c'est très important de suivre une logique, que ce soit un scénario ou un fil conducteur ou quoi que ce soit, une trame sonore, tout ce qu'on veut. Mais il y a un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me méfie de mes propres ressentis parce que il y a une émotion à transmettre et cette émotion, c'est le fil conducteur et ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là, il faut l'enlever. La même réponse. Bah, je joue Ayad, son série, si j'avais un bon gag that I can't use for one episode, I always have the opportunity to put it in another episode. As long as it fits the story and the emotion of the character. On a film, if you have to lose something, you lose it because the story, the character and the emotion are the most important things. Donc dans une série, quand il a un gag, quand il y a quelque chose qui lui plaît, il peut toujours l'utiliser dans une autre série, il peut toujours la réutiliser. Dans un autre épisode, voilà, c'est toujours faisable du moment que ça correspond évidemment à l'émotion et à ce qu'est le personnage. C'est d'autant plus vrai que parfois les bonnes idées, si elles sont vraiment bonnes, on peut les garder pour en faire un autre film. Oui. Ça marche quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le storyboard? Je sais pas, est-ce que vous avez une... Cécile? Ah. Où ça? Encore? Yeah. Assalamu alaikum and peace be upon you all. So I have a lot of questions, but I'm just gonna choose one or two. So all of my projects, I almost use storyboard at every single one of them. But I want to know how deep we can go using storyboard. For example, I draw my stuff. Like storyboard could tell me and save me a lot of time by telling me, oh, this is the camera angle you're gonna use, and this is the light, or this is the K light, this is like the stuff you're gonna use. Probably I'm gonna add some script or what the actor or the character could say in that scene. I wanna know how deep we could go. Could we add, for example, which track we're gonna add as a music background or something like that? I just wanna know how deep we could go using storyboard. Il y a ça. Benoît, en fait, tu as un peu répondu tout à l'heure à quel point on peut utiliser quand il fait ses projets, il se rend compte que le storyboard est très important, il l'utilise vraiment énormément et il y a plein de choses dedans qu'il va mettre, il va mettre l'angle de la caméra, il va vraiment essayer d'être détaillé, mais il se demande jusqu'où il peut aller. Par exemple, est-ce qu'il met la musique qui va être utilisée à ce moment-là, combien de détails, et est-ce qu'on peut aller très très loin dans la fabrication du storyboard? As much as you need and as little as you need. It really depends on what the storyboard is for. And also if you're going to be the person doing the layout or doing the animation, so you can keep things really light and rough because you're always going to be in charge of the next steps. But if you're going to delegate and pass on the work, you want to be as precise as possible. With the music also it depends on and this becomes legal stuff, on the licenses, whether you can use this music or not another. That's why sometimes I don't storyboard to a specific song, because if I'm told I can't use it, then I've edited something to a rhythm and a track that I can't use. So original music is always best, but it depends on what the project or what the storyboard is for, really. Donc l'idée c'est plutôt que ça dépend évidemment du projet qui est mis en place et que si il disait
autant qu'on en a besoin, mais le moins possible qu'on en ait besoin finalement. Il faut jouer avec les deux. Après, en effet, si c'est une série, si c'est quelque chose qu'on va passer, et il faut qu'une équipe derrière comprenne, et bien évidemment, on met moins de choses, enfin non, mais on est précis, excusez-moi, on est encore plus précis évidemment par rapport à ça que si on est tout seul. Au niveau de la musique, ça va dépendre aussi d'avoir les droits ou pas de la musique, et que des fois il peut en effet travailler sur une musique, il évite de travailler sur une musique sur laquelle il va monter, et finalement il n'y aura pas les droits à la fin, et donc c'est impossible, ça va être difficile évidemment là, de trouver, surtout que les musiciens, des fois des tests, je sais qu'il y a certains musiciens, compositeurs, compositrices qui disent vous m'avez mis du Mozart, ils voulaient que je fasse du Mozart, mais c'est pas possible de faire ça, donc... J'ai fait des projets sans storyboard, je pars directement sur le layout. Je n'avais pas le temps de faire un storyboard sur des vidéos musicales, des promos ou des publicités. Je n'avais pas le temps de faire un storyboard précis, alors je pars directement sur les prochaines étapes, les layouts ou des rough animations, ça dépend. Do you have another question in the thousand of questions that you have? You want another one? Or? I can create one if you want. I mean, no, if you want. I mean, I'm sure you can create. Don't worry about it. Think about it, and if you want. Oui, alors j'avais une question par rapport à l'animatique surtout et au timing. C'est quand même un des moments les plus complexes parce que, au-delà du fait qu'il faille chronométrer les personnages, leurs actions, il y a aussi l'idée de l'émotion et de transmettre une émotion. Et moi je me demande à quel point il est bien de travailler éventuellement avec un monteur ou une monteuse ou s'il y a un tips que vous pouvez nous donner pour savoir comment est-ce qu'on time au mieux, quoi. Je te remercie, je sais que tu les vois quand même. Ouais, mais comment répondre à cette question? Non, mais j'ai du mal à donner un truc. Je pense que c'est ce qui est surtout vraiment très important. Un monteur ou pas un monteur, franchement, je sais pas. Moi personnellement, je me méfie du montage. Je me méfie de ça parce que, comme je le disais, j'ai besoin de préciser chaque image et j'aime pas bien qu'une personne intervienne et me dise « Ah bah finalement, celui-là, non, on n'en a pas besoin. » Non, en fait, c'est pas comme ça pour moi que ça marche. Mais il faut reconnaître que ça peut être très important et un regard extérieur, une autre façon de concevoir l'histoire, d'aller chercher l'émotion encore plus loin, c'est quelque chose d'intéressant. Mais pour moi, le fond du problème, ça rejoint un peu la question précédente, c'est de savoir jusqu'où on doit aller pour garder le projet le plus vivant possible, en fait. C'est ça qui est le plus important. C'est que Sébastien disait, moi je regarde pas d'animation parce que l'animation industrielle, c'est un art mort, parce qu'une fois qu'on a fait le storyboard, après on répète les tâches mécaniques jusqu'à la fin. C'est en partie vrai, mais c'est pas complètement vrai. Et justement, je trouve que tout l'intérêt de l'animation ou d'un travail collectif, on va dire, c'est pas que l'animation, c'est de voir jusqu'à quel point le projet qu'on porte, il est personnel et il est intéressant à faire en équipe. Et donc, c'est de garder ce noyau dur, quoi, de vivant jusque le plus loin possible. C'est plutôt ça qui est pour moi important. Juste avant de laisser répondre Christian, est-ce que ça dépend pas aussi, parce que ça, Christian, tu pourrais répondre, du format? Est-ce que sur un long métrage, par exemple, d'avoir un monteur, une monteuse, ça peut être intéressant plus que sur un court métrage d'avoir un regard? Ça dépend aussi peut-être du genre de film, un film d'action ou un drame psychologique, tout ça Pour moi, c'est le plus important, l'émotion et l'histoire. Sur Goose, j'ai travaillé avec deux monteurs. Complètement différent. La deuxième, c'est un monteur de documentaire. Alors, ça avait un peu plus un focus sur vraiment l'arc des personnages, l'histoire, l'émotion. Moi, j'ai fait l'école de cinéma, pas juste de l'animation. J'aime prendre editing, la théorie de editing, et j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'autres monteurs comme Chris Lebenson, qui c'est le monteur de Tim Burton, de Ridley Scott, de Tony Scott. Alors, j'avais vraiment une passion pour apprendre les choses d'autres personnes. Alors, moi, j'avais confiance dans mon habilité de monter les choses. Mais sur une série télévisive, j'ai besoin d'une autre personne qui je n'ai pas la possibilité que je fais tout. Mon animatique, c'est vraiment précis, parce que je suis animateur 2D
et je suis réalisateur et je fais le montage. Alors, je sais qu'une chose avec un mouvement, avec un top de frame, alors diventa un peu plus une chose technique pour mon équipe. J'ai fait un conseil de l'animatique vraiment précis quand je le passe à monteur. Et est-ce que Benoît, on peut parler de ce que tu disais, et peut-être aussi c'est faire confiance à quelques personnes qui sont autour de soi. C'est aussi personnel, je pense, non, le montage. Et Oui, faire un film, je ne sais pas si ça marche encore. Il marche, vous m'entendez. En fait, faire un film en équipe, c'est aussi créer une famille. C'est aller chercher des personnes avec qui vous vous entendez bien. Donc c'est souvent plus difficile quand on fait le premier, parce que la famille n'existe pas encore. Mais une fois qu'on en a fait un, deux, il y a comme un noyau comme ça, familial. On peut appeler les cousins, on peut appeler la grand-mère. Mais voilà, c'est quand même une famille, et cette famille-là, elle est très importante. C'est-à-dire qu'autour d'un projet personnel se greffent d'autres personnes qui vont peut-être anticiper vos désirs, les compléter, etc. C'est comme créer une famille avec une femme, faire des enfants, etc. C'est la même chose, c'est-à-dire que si vous faites une famille en disant il n'y a que moi qui décide, votre couple il va pas durer très longtemps. Et donc un film c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants apparaissent, il faut vivre avec, il faut leur laisser la place, etc. Il y a cette dimension, hasardeuse qui fait partie d'un projet et qu'il est nécessaire de conserver. Parce que sinon, il n'y a pas de projet, en fait, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que faire un film, c'est pas que faire un film, c'est aussi vivre une aventure collective ou personnelle qui nous met face à nous-mêmes, sinon ça n'a pas vraiment de sens. est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi, j'étais en train de préparer un court-métrage, c'est pour ça qu'il pose aussi la question. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas l'idée de se dire, ce que vous disiez tout à l'heure, j'en fais j'espère en faire un autre, puis un autre, puis un autre, et puis finalement cette idée-là, tant pis pour ce film-là, je la prendrai pour ce que tu disais un petit peu, Christian, je la prendrai pour un autre film et de laisser tomber des choses. Et que finalement, peut-être que le storyboard ou le montage ou des choses comme ça, c'est aussi à un moment donné de se dire ça correspond plus et se faire confiance par rapport à ça. Oui, moi je peux parler juste d'une expérience que j'ai vécue juste avant Sirocco, où j'ai fait un film en co-réalisation avec Titouan Bordeaux, qui était l'assistant réalisateur de Sirocco. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, avec qui je m'entends très très bien. Et ça faisait plusieurs fois que Titouan me disait « Allez, on fait un film tous les deux, etc. » Il y avait une demande. Et on avait un petit créneau juste avant Sirocco, avec un peu de temps pour faire un film. Et je vais vous raconter comment on a fait ce film, parce que c'était une expérience très intéressante pour moi. Il est venu à la maison. Le premier jour, on a décidé de l'histoire. On a choisi un podcast de France Culture qui nous plaisait beaucoup. Donc il y avait une trame sonore avec le témoignage d'une maman qui adoptait une fille handicapée, qui était très émouvant, qui nous plaisait beaucoup. Et on a choisi ce témoignage parce que Titouan avait dit « Moi j'aimerais bien faire un film où tous les personnages avancent très lentement ». Et je lui dis je connais un sujet super, c'est cette interview, parce que le sujet principal, c'est cette petite fille qui ne parle pas, mais qui communique uniquement à travers les escargots qu'elle voit. Et donc c'était l'occasion de mettre des escargots en scène. Donc c'est très lent. Donc Titouan, il était super content, parfait. Premier jour, on a trouvé notre film. Deuxième jour, on a décidé du graphisme très vite. On a comme ça, ok, ça c'est bien, parfait. Troisième jour, on a fait le dossier et on a envoyé à France Culture pour qu'ils nous donnent les droits d'utiliser le podcast. Et ensuite, le film s'est fait. Alors le problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de producteur. Et on voulait ni l'un ni l'autre. Et parce qu'on ne voulait pas s'embêter, on voulait faire un film tout de suite. Et donc une semaine après, on a reçu l'accord de France Culture. Le problème qu'on a eu, c'est que l'interview faisait 14 minutes et on n'avait pas beaucoup de temps. Donc on s'est dit 14 minutes, c'est vachement long à faire à deux. J'ai dit écoute, on va répartir le travail. Moi je fais les décors, toi tu fais l'animation. Les escargots c'est lent, il n'y a pas beaucoup d'animation, ça va, ok. Et comme les décors ça peut être long et difficile à faire, j'avais dit il faut limiter le nombre de plans. Donc en une demi-journée, Titouan il a fait un storyboard.
Et donc, il a fait un storyboard de 35 plans pour 14 minutes. Donc, on a fait des plans qui font presque 2 minutes. Donc, c'est très rare en animation. Et on a fait ça parce que, du coup, on avait très peu de décors à faire. Donc, pour moi, c'était parfait. Donc, je faisais ça le soir parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et lui, pareil, il faisait l'animation en parallèle. Et donc, en 2 mois, on a réussi à faire le film assez facilement. Mais surtout, le process, il n'y avait pas de storyboard parce que c'était juste un crayonné, à tel point qu'il avait tellement crayonné son storyboard que moi, quand je regardais ses dessins, je ne comprenais même pas ce qu'il avait dessiné, je ne comprenais rien. Et donc, je me disais, tant pis, je vais faire un décor quand même. Et donc, je lui donnais le décor et lui, il devait réimproviser en fonction de ce que j'avais fait. Donc, il y avait une espèce de ping-pong comme ça. Et je vous raconte ça parce que cette expérience qui est complètement libre, dans laquelle il n'y a aucun cadre, si ce n'est qu'il y a une trame narrative comme ça qui est très forte, moi, m'a permis d'appréhender l'animation totalement différemment. Et donc, du coup, de faire des plans très longs, par exemple. Oser faire un plan de 2 minutes en animation, ça se fait pas. Hein. Personne fait ça dans un long métrage. Ou dans... Chômé, ouais. Et donc, du coup, comment dire, ce genre d'expérience est nécessaire aussi pour avancer parce que l'improvisation, le hasard permettent aussi de compléter son langage et d'aller dans des directions inattendues. Et le fait que ce témoignage audio est déjà monté, évidemment, ça vous a aidé? C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, il y avait une trame? Est-ce que vous avez dit à un moment donné, on va la couper ou surtout pas? Non, notre idée, c'était surtout pas toucher à la trame, donc on n'a absolument pas touché la trame sonore. Et évidemment, on a pris le contre-pied complet, c'est-à-dire que les images ne correspondent pas du tout à ce qu'on entend. Et donc, c'était vraiment un plaisir. Et on se demandait même si ça ferait un film, on ne savait pas. Et donc, il y avait tout le temps le plaisir de découvrir ce que le film allait donner. On ne savait pas. Et jusqu'au dernier moment. Et une fois le film fini, on dit « Ah ouais, ça va, c'est bien. » On ne savait pas. Et moi j'ai quand même un peu besoin, même dans un long métrage, de ce challenge qu'on s'impose à soi-même. Par exemple, dans Sirocco, il y avait le choix de ne pas mettre d'ombre du tout, ni sur les personnages, ni sur les décors. Il n'y a pas d'ombre du tout. Et ça, c'était aussi une expérience. C'est-à-dire que je ne savais pas si ça allait marcher. Parce qu'on n'avait pas vraiment d'exemple dans d'autres films où des gens avaient fait ça. Et donc, il a fallu résoudre des problèmes. Mais cette adrénaline, on va dire, moi, je trouve nécessaire. C'est-à-dire que si vous faites un film tranquille, ok, super, ouais, cool, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être dans le stress aussi, parce que ce stress, il est nécessaire à la création, moi, je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de, peut-être, on passe pas suffisamment au son et d'avoir un monteur, une monteuse audio? Des fois, quand on a, et plutôt que d'avoir un monteur, une monteuse image, d'avoir, si on parle de témoignage, si on parle même de dialogue ou quoi, d'avoir quelqu'un plutôt que dans l'image qui nous aide au niveau du son, qui est souvent peut-être un peu plus compliqué, on va dire, pour les gens de l'image. Je sais pas. Moi, je suis prêt à faire toutes les expériences possibles et évidemment, travailler avec un monteur son, c'est génial. C'est encore une fois une autre façon d'approcher le cinéma. Moi, je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Je pense que ce qu'il faut surtout éviter, dans la mesure du possible, c'est de tomber dans une forme trop industrielle qui fait que le travail devient ennuyeux à faire et ennuie tout le monde autour de nous, quoi. Donc c'est vrai que la créativité, l'inventivité, la prise de risque, tout ça, ça fait partie d'un film. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas. On peut... Si, il y a une... Question man. Alors oui, alors j'ai remarqué dans les deux cas des dans les films dont vous avez fait des storyboards, dont vous avez réalisé, c'est que vous rendez beaucoup hommage à vos inspirations. Et donc l'autre question que j'ai, c'est ça a une relation avec les influences qui se retrouvent de votre film. Et je me demandais à quelle mesure ces références de ces inspirations sont intentionnelles et dans quelle mesure elles sont des résultats d'intuition. Avez-vous peut-être des anecdotes où vous avez fait quelque chose sans le savoir et vous vous rendez compte que vous avez peut-être fait référence à quelque chose? J'avais juste une quotation de Jack Kirby, que c'est un dessiné de la Marvel que j'adore, qui dit en jaune, si vous voulez faire hommage à moi,
design in your style, do it your way. Don't try and copy and mimic what I do. Et pour moi, ça c'est important. Tu prends toute l'information, toutes les références que tu veux, mais après c'est your voice that's important. Oui, mais Christian, alors, donc, pardon, juste pour répondre, Jack Kirby, donc, quand dans Marvel, disait à un fan, il disait, bah, si tu veux me rendre hommage, si tu veux, fais ton propre style. Travaille toi-même, enfin voilà, fais des choses et puis ça sera le mieux. Peut-être, mais est-ce qu'il y a des moments donnés où vous dites pas, il y a quelqu'un qui va faire cette image-là, elle était là-dedans, cette scène-là, parce que finalement, on est pris par toutes ces références et on les oublie des fois, et je sais pas, est-ce que il y a pas ça, toi Benoît, des fois, de se dire, ou au contraire, il y a même l'idée de se dire, tiens, Yuasa Masaaki, c'est très bien, est-ce que je vais prendre mais moi, des je choses, vais faire la même réponse que Christian. Je vais citer un autre réalisateur qui disait qu'il détestait les hommages à ses aînés. Par contre, ce qu'il faisait, c'est qu'il volait ses aînés. Parce qu'un hommage, c'est un consensus mou, c'est quelque chose de mou, quoi. C'est pas... Par contre, de voler ce que les autres ont fait, moi je trouve ça c'est vraiment plus intéressant. De dire ah oui, là il y avait vraiment un truc très intéressant, ça je le prends. Donc voilà, voler les idées. Les autres, arrêtez de vous prendre la tête avec ça, et tant pis, vous allez bien avoir. Alors c'est pas un mot, mais vous voulez que je dise pas une question, mais en fait je n'ai pas de question, mais j'ai un mot de remerciement. Tout d'abord, merci pour cette discussion, et aussi l'atelier storyboard. Car j'ai appris beaucoup plus de techniques qu'avant, en tant qu'étudiant au département de scénographie d'ISADAC à Rabat, afin de permettre aux metteurs en scène de visualiser plus facilement les visualisations graphiquement. Je suis nul, pardon, excusez-moi, j'avais pas géré. Afin de permettre aux metteurs en scène de visualiser plus facilement les visualisations graphiquement, mais aussi de l'expliquer aux acteurs du théâtre, c'est très important pour moi. Donc c'est plutôt un mot de remerciement. Merci. Merci. Et je me dis peut-être que pour finir, on peut donner la parole à quelqu'un qui n'utilise pas de storyboard. Gianluigi, pourquoi tu n'utilises pas de storyboard et pourquoi le storyboard t'intéresse pas? J'ai fait tous les jours des storyboards. Je fais pas de films, je fais des storyboards animés. Et donc c'est différent. Parce que les premiers dessins que j'ai fait, c'est un storyboard. Et j'ai fait des dessins qui deviennent en animatique. Ils deviennent aussi de l'animation. Donc j'ai fait des storyboards avec l'animation. Oui, des storyboards animés. Une définition du storyboard, c'est bien aussi. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup.